Bien, je vais m'exprimer en français si vous le permettez. Et salut à tout le monde, remercier Planète Finance qui me permet d'être ici, de m'adresser à vous. Je suis médecin et depuis 34 ans, je vis en Amazonie, au Pérou, et depuis 28 ans en Amazonie péruvienne, où j'ai concentré mon attention sur les pratiques des guérisseurs, de ce qu'on appelle maintenant les chamans des médecines traditionnelles amazoniennes, et leur savoir-faire autour de ces pratiques et ce qui pouvait en être retiré, appris pour un transfert vers le monde occidental, en tous les cas une association possible entre ces connaissances très anciennes et des savoirs contemporains, des savoirs modernes. Donc nous sommes en Haute-Amazonie péruvienne, vous voyez un contexte très différent de l'Italie où nous nous trouvons en ce moment, et où il y a une présence contemporaine très intense de guérisseurs, de médecine, comme dans tout le Pérou, qui a perduré depuis plusieurs milliers d'années. Sur la base de ces expériences avec les guérisseurs, c'est l'université de la jungle. Les guérisseurs parlent peu et il faut vivre avec eux et expérimenter. Donc tout le travail, tout l'apprentissage passe par l'expérimentation, par le corps, avec très peu de paroles et une exploration de l'univers intérieur, personnel et aussi du monde invisible, comme on pourrait l'appeler de manière très générale. Donc, au-delà du spectre personnel des perceptions et au-delà du spectre de sa connaissance intérieure, qu'est-ce qui se trouve? Et ce sont ces guérisseurs qui sont des experts, justement, dans la conscience. On a entendu parler plusieurs fois pendant cette rencontre, de prendre conscience, d'avoir davantage de conscience, d'élargir la conscience. En fait, il n'y a pas de consensus actuel scientifique sur ce que c'est que la conscience. Et nous avons là des guérisseurs, des experts très anciens qui ont une maîtrise absolument extraordinaire de la modification des états de conscience à des fins thérapeutiques, à des fins d'enseignement, à des fins culturelles. Et la question se pose, en fait, face à la toxicomanie qui est aussi une modification de la conscience, pourquoi on modifie sa conscience d'une manière péjorative, dommageable dans la toxicomanie? Pourquoi des sociétés traditionnelles depuis des milliers d'années modifient aussi leur conscience avec des résultats positifs, constructifs dans le monde entier? Alors Takiwasi, c'est une toute petite ONG. L'objectif est de faire quelque chose de tout petit, justement, mais qui puisse se démultiplier avec un système important de démultiplication par la diffusion, par des congrès, par des écrits, par des publications. Et c'est un projet pilote, donc expérimental. Notre pari, c'est qu'il faut viser d'abord la qualité. Si on a la qualité, on aura la quantité à la fin. Si on vise d'abord la qualité, on risque d'avoir une mauvaise qualité. Si on vise la quantité, pardon, on risque d'avoir une mauvaise qualité. Et ce n'est pas le but de l'opération. Donc, il s'agit de faire quelque chose de petit, mais avec des racines très profondes. C'est extrêmement complexe. La confrontation d'un sujet occidental avec une pensée aussi ancienne et archaïque est très complexe et très déroutante. Et ça demande beaucoup de temps. Donc on se trouve dans ce projet au carrefour de nombreuses disciplines, de nombreux domaines, et c'est une des vocations qui est la nôtre. Je crois comme beaucoup de vocations actuellement, des petits groupes comme des petites institutions, petites ONG, c'est de servir de pont, de jonction, faire le lien, faire l'articulation entre des domaines très différents. Et nos activités vont évidemment de l'accueil de toxicomanes, de patients locaux, aux problèmes de santé mentale en général, mais aussi travailler avec les populations indigènes, biodiversité, récupération des savoirs, sauvegarde des savoirs sur les plantes médicinales, mais sur la biodiversité en général. Il ne s'agit pas simplement de plantes, mais aussi de tout un contexte de connaissances, tout un contexte extrêmement riche qu'il faut explorer, donc pas simplement des substances ou des plantes, mais aussi un savoir. Et on va voir que pour tout ce qui concerne la modification de la conscience, les substances ou les méthodes sont secondaires, c'est le contexte qui est essentiel. Alors donc, notre propos est essayer de présenter un changement de regard sur ce que c'est que la toxicomanie. Vous avez ici l'image, la photo d'un patient à l'arrivée sur votre gauche, et 9 mois après, la même personne, on dirait que c'est le père et le fils, mais en fait c'est la même personne 9 mois après. Donc ça pour vous donner une idée. Donc changement du regard, et on s'est permis de garder cette photo sans masquer son regard précisément, parce que c'est de ça dont il s'agit, changer le regard sur ce que c'est la conscience, la modification de la conscience,
la stigmatisation sur ce qui est la modification des états de conscience, qui est très mal perçue dans la société occidentale, où on hésite entre la psychose et la névrose à créer une espèce d'espace qui serait une normose, comme dit le pédagogue Pierre Weil, donc une espèce de normose généralisée où les sujets, où l'individu serait formaté dans une espèce de massification globale, une espèce de McDonaldisation de la société, où les différences et les différenciations disparaissent. Donc, de notre point de vue, la toxicomanie cristallise toutes les contradictions du monde occidental. Il faut tout faire très vite, avoir des résultats, il faut que ce soit facile et sans effort. Ça, c'est un slogan, disons, de la modernité, et qui résulte en fait d'une désacralisation, d'une perte de sens de la société occidentale. Et la question vient de... cette réflexion naît en fait d'un paradoxe qui est le mien quand je suis arrivé au Pérou, en travaillant d'abord pour Médecins sans frontières, c'est d'observer que dans le même pays, nous avions la feuille de coca, avec deux possibilités, deux voies en quelque sorte. Le Pérou, comme premier producteur de la feuille de coca, et des dérivés toxiques de la feuille de coca, la cocaïne, la pâte de base de cocaïne, le crack, etc. Et puis, dans le même temps, dans le même pays, l'utilisation de la même feuille de coca pour construire Machu Picchu, pour construire une société, un empire extraordinaire qui fait l'admiration de l'humanité entière. Donc la plante est la même. Qu'est-ce qui change? Ce sont les usages. Et donc si nous focalisons, comme on a tendance à le faire dans le monde matérialiste, rationaliste actuel, sur les substances, on a probablement déjà tout faux depuis le départ. Ce sont les usages qui sont importants, essentiels. Et donc nous sommes mis à l'école de ces guérisseurs parce que non seulement la coca ou la feuille de coca est utilisée de manière non toxique chez eux, mais en plus elle sert à traiter les toxicomanes à la cocaïne. Donc la médecine et le poison ont la même source. Et c'est ça qui m'a intrigué, c'est comment est-ce que ces guérisseurs, ces experts très anciens, sont arrivés à connaître et à avoir ces savoirs, et jusqu'à quel point un occidental peut prétendre y accéder. Alors, si je me permets de faire une petite révision très rapide, synthétique, sur le problème des addictions, qui est souvent peu pensé, dans les grands forums sur la toxicomanie, c'est des questions qui ne sont jamais posées. On parle des statistiques, on parle des grands mouvements, mais on ne parle pas qu'est-ce que c'est que l'addiction, qu'est-ce que c'est que la drogue, qu'est-ce que ça signifie que la drogue, pourquoi c'est de l'importance. C'est des choses qui sont très peu traitées, même dans les grandes réunions comme aux Nations Unies auxquelles j'ai participé, c'est des thèmes auxquels on n'accède pas. Eh bien d'abord, qu'est-ce que nous enseigne l'histoire? C'est que tout le temps, de tous les temps, dans toutes les sociétés, sauf la société occidentale, les êtres humains ont toujours modifié leur conscience. C'est une constante humaine, avec des substances ou sans substances, avec des jeûnes, avec de la danse, avec du rythme, avec toutes sortes de techniques d'hyper ou d'hypostimulation sensorielle, ou avec des substances évidemment. Mais toujours dans un contexte ritualisé, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas accéder à des modifications de la conscience de manière sauvage, toujours de manière contrôlée, guidée, protégée, avec un sens à ce geste qui consiste à explorer sa conscience. Donc c'est quelque chose qui est universel. Et on voit assez mal comment la société occidentale pourrait prétendre aujourd'hui éliminer ou mettre de côté cette pulsion, cette tendance, cet instinct, on va même dire, qui appartient à la société humaine. Et même plus que ça, on va le trois plantes principales initiatiques au Pérou, psychoactives. Sur la côte, le San Pedro, qui est un cactus à mescaline. Dans la jungle, l'ayahuasca, qui est une liane psychoactive. Et puis, dans les Andes, la coca. Donc, une présence très importante des plantes psychoactives. La biologie nous enseigne aussi que nous sommes dans des états de modifié de conscience permanents. Nous modifions constamment notre état de modifié de conscience. Ne serait-ce que le coffee break avec un peu de café, un peu de sucre, hein, mais aussi autour des relations sexuelles, avec toutes sortes de façons de faire. Nous avons les rêves, évidemment, le jeûne, la fatigue, etc. Donc, il n'existe pas d'état ordinaire de la conscience. Ça, c'est une création occidentale. Il existe des variations des états modifiés de la conscience, et on peut mettre des appréciations très diverses selon les cultures sur ces modifications-là. D'autre part, non seulement l'être humain a toujours eu tendance à modifier sa conscience,
mais les animaux le font. Toutes les espèces d'animaux cherchent à modifier, à amplifier leur conscience dès qu'ils le peuvent. Les éléphants font fermenter des fruits dans les troncs d'arbres, les chèvres s'alimentent de baies de café. Toutes les espèces ont toujours essayé, dès qu'il y a la possibilité pour une espèce animale d'explorer quelque chose d'autre qui est d'ordre de l'élargissement, de l'amplification de la conscience, elles le font, et de manière obsessive, de manière compulsive. C'est un instinct très fort, à tel point que certains auteurs, comme Siegel, que je cite ici, considèrent que c'est un instinct comme celui de boire, de manger, de se reproduire. Donc un instinct fondamental, et là encore, un instinct qui est aussi fort, une pulsion du vivant vers l'émergence d'une conscience toujours plus large. Je pense que c'est une chose qu'on doit prendre en compte et qu'on ne va pas pouvoir supprimer, ce serait de toute façon contre-productif. Donc, l'épidémiologie nous enseigne aussi que les toxicomanies, c'est un phénomène épidémique, on va dire, propre à la société occidentale des 2 ou 3 derniers siècles. Il n'y a pas de toxicomanie chronique, endémique, à large échelle, dans les sociétés traditionnelles. Les aborigènes d'Australie ou les Indiens amérindiens qui maintenant sont des problèmes d'alcoolisme, etc., c'est depuis le contact avec la société occidentale. La toxicomanie est un phénomène propre aux structures de pensée et aux mécanismes qui construisent notre société occidentale dans les derniers siècles, simplement. Depuis le siècle des Lumières, où l'obscurité peut-être a commencé à apparaître. Donc c'est une chose qui est importante, puisque ça nous renvoie non seulement à des individus qui ont des problématiques, mais à un contexte général, une société qui produit, en quelque sorte, ce genre de phénomène. Et la toxicomanie est structurelle à notre façon de penser et à notre façon de vivre. Alors, il y a les toxicomanes stigmatisés, peut-être ceux qui viennent chez nous ou ceux qui viennent ici, mais la société elle-même, à travers le sucre, par exemple, est toute addictive. Deuxième paradoxe, c'est que dans notre société occidentale, la médecine, qui est censée soigner, qui est censée guérir, est la deuxième source de toxicomanie. Première source de toxicomanie au niveau quantitatif, c'est le cannabis. Deuxième cause ou source de toxicomanie dans les sociétés à travers le monde, ce sont les médications, les médecines. Donc, ça nous pose quand même une question fondamentale. De quoi est en train de parler si on veut traiter les toxicomanies, que justement la médecine occidentale non seulement ne la traite pas ou très mal, mais en plus l'alimente, ça pose quand même des questions de fond. Et la médecine nous enseigne aussi que toutes les drogues, évidemment, peuvent être, hier en anglais on parle de drugs, non? Donc les drogues peuvent être des médecines et vice-versa. La cocaïne, l'héroïne s'utilisent en médecine, je suis médecin, je l'ai utilisé, ça s'utilise toujours, etc. Et toutes les substances addictives importantes, héroïne, cocaïne, cannabis, tabac, sont toutes des plantes sacrées, des traditions des peuples premiers qui ont été profanées par les Occidentaux. La toxicomanie vient d'une profanation du monde sacré des peuples premiers. C'est une chose qui doit nous faire réfléchir sur le sens de ce que nous faisons et sur ce que porte notre société. Et donc, les substances addictives qu'on trouve dans de nombreuses plantes existent aussi dans notre organisme. C'est aussi une donnée de la médecine, c'est-à-dire que notre propre corps fabrique des substances psychoactives, hallucinogènes, visionnaires, au niveau de la glande pinéale en particulier. Donc, certain nombre de plantes, comme on a vu tout à l'heure, psychoactives, plantes sacrées utilisées par les peuples premiers, leurs principes actifs sont similaires et parfois identiques aux neuromédiateurs cérébraux. Donc il y a une communauté structurelle, j'ose dire chimique, entre les plantes et l'être humain, et nous produisons nous-mêmes nos propres drogues. Donc la DMT, par exemple, est une molécule, la dimethyltryptamine, qu'on trouve dans l'ayahuasca et qu'on trouve aussi dans le sang et dans le liquide céphalorachidien des êtres humains. Donc chez vous aussi. Toutes les substances hallucinogènes qu'on appelle hallucinogènes, ce qui est une dénomination qui est tout à fait imparfaite, puisqu'il ne s'agit pas d'hallucination, il s'agit de visualisation symbolique, comme dans les rêves, ne provoquent jamais de dépendance. Toutes les sociétés traditionnelles utilisent des plantes visionnaires, il n'y a jamais de dépendance. À partir du moment où il y a vision, on accède à la conscience, il n'y a pas de dépendance. Le tabac, utilisé
en décoction, en boisson, en jus cru, comme ça se fait en Amazonie, ne provoque aucune dépendance. Le tabac fumé, où il n'y a pas de vision, peut générer de la dépendance. La même plante. Donc il y a toute une technologie pour connaître les modes d'usage et pouvoir utiliser ces substances sans générer dépendance, sans générer addiction. Donc voilà, très rapidement, simplement un parallèle entre certains neuromédiateurs cérébraux et des plantes, comme la psilocine qu'on trouve dans les champignons, la mescaline dans les cactus ou dans le peyote, et les neuromédiateurs qui correspondent au niveau cérébral. Donc vous voyez, il y a une communauté structurelle entre eux. Donc pour simplifier les choses, pour le dire de manière très rapide, il y a deux façons en gros de considérer la modification, l'induction d'un état modifié de conscience. La voie du chaman, c'est-à-dire une consommation guidée, contrôlée, pilotée, avec une finalité, avec un rituel, avec une préparation, avec un suivi. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas d'effet secondaire, ce n'est pas dangereux, si c'est bien fait. Et l'autre, initiation sauvage, c'est ce qui se passe dans ce occidental. Au début de la consommation, presque toujours, l'adolescence, 13, 14, 15 ans, des grandes questions sur le devenir, sur que faire, les angoisses. Je trouve une substance, ça me soulage, c'est une espèce de médication, d'automédication, sauf que cette médication est pire, n'est-ce pas, que le problème, elle va générer une problématique pire que ce qu'elle prétendait résoudre. Donc c'est un mauvais usage, n'est-ce pas ? Le cannabis, par exemple, qui est une grande problématique, c'est une plante sacrée qui peut être utilisée de manière thérapeutique. Et nous produisons, la femme, la mère, produit dans son utérus des substances cannabiques. Donc dès la conception, nous sommes déjà dans un environnement cannabique. Donc la consommation fumée du cannabique, telle qu'elle se passe en Occident, est toxique et dangereuse. Parce qu'elle n'est pas contrôlée, qu'elle n'est pas guidée, elle ne se fait pas dans un contexte visionnaire. Dans un contexte traditionnel d'ingestion liquide, solide, avec des rituels, une préparation, il n'y a pas de danger. Donc il y a un peu cette espèce de face-à-face entre l'initiation réelle, correcte, et l'auto-initiation sauvage des toxicomanies qui est dangereuse. Donc s'il y a beaucoup de causes à l'addiction, il y a des éléments évidemment physiques, psychiques, émotionnels, sociaux. Moi je pense que la dimension du sens, la dimension existentielle ou spirituelle, si on peut l'appeler comme ça, est essentielle. Et c'est dû essentiellement à la désacralisation de la société occidentale. C'est-à-dire les rites de passage de l'enfance à l'adolescence et ensuite ont été supprimés. Il ne reste plus aucun rite de passage. Donc un jeune, un adolescent doit s'auto-initier comme il le peut. Dans des situations de confrontation rituelle à l'adolescence, dans tous les faits traditionnels, on se confronte à deux extrêmes, la mort psychique, c'est-à-dire la folie, et la mort physique. Dans ces moments-là, on ne joue plus, on va à l'essentiel, et on se différencie et on progresse. Donc les rites de passage sont fondamentaux, ils étaient éliminés dans nos sociétés occidentales et chacun s'initie ou s'auto-initie plus ou moins comme il le peut. Donc ma conclusion, c'est donc la modification de cette conscience est un phénomène universel, humain, et que si c'est fait de manière correcte, il n'y a pas de dommage, mais ça doit être fait de manière correcte, je précise, pas n'importe comment, sinon c'est dangereux. Et que dans ce contexte-là, de parler de la guerre contre les drogues, ça n'a aucun sens, c'est forcément promis un échec. On ne peut pas aller contre ce qui est non seulement de la nature humaine, mais même de la nature du vivant. Et qu'il est nécessaire peut-être de recréer des espaces où il puisse y avoir de véritables initiations, c'est-à-dire face à cette espèce d'initiation sauvage, spontanée et dangereuse qui a été faite et qui amène à la toxicomanie, reprendre cet élan, qui est légitime et qui est sain. Parce que c'est légitime pour un être humain de chercher des solutions, d'aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans mon intériorité, qu'est-ce qui se passe dans le monde du sens spirituel, comme vous voudriez l'appeler. C'est légitime. Simplement, on ne le fait pas n'importe comment. Donc il faut apprendre à le faire de manière correcte. Alors comment aller voir de l'autre côté? Eh bien, dans le centre que nous avons fondé avec ma femme il y a 22 ans, il y a une communauté de vie un peu comme ici, je ne vais pas rentrer dans les détails. Psychothérapie, c'est-à-dire un accompagnement par des thérapeutes, pas de hiérarchie, tous les patients du premier jour au dernier jour sont au même niveau et les soins sont faits uniquement par des thérapeutes, mais c'est l'élément original, c'est l'apport des plantes
pour induire des états de conscience ou pour des plantes, je disais, pour la purgation, la détoxification. Alors je vais me centrer sur une plante parce que c'est très complexe, ce serait trop long, mais qui est très connue, ou peut-être certains la connaissent en tous les cas, qui est l'ayahuasca, qui est une liane qui constitue un breuvage central dans toute l'Amazonie, initiatique chez les Indiens. Donc c'est une liane, ayahuasca ça veut dire la liane des morts, c'est donc lié au monde des morts, au monde des esprits, au monde du non-visible, qui demande une préparation traditionnelle et qui est en fait un breuvage qui associe deux plantes essentiellement, et sans rentrer dans les détails, c'est une préparation extrêmement sophistiquée. Au niveau pharmacologique, ça concerne les inhibiteurs de monoamine oxydase, qu'on appelle les IMAO. Ce sont des antidépresseurs qui sont utilisés en psychiatrie il y a une cinquantaine d'années. Les Indiens connaissent les IMAO depuis 3000 à 4000 ans. Donc les Indiens connaissent les antidépresseurs depuis plusieurs milliers d'années. Nous, on connaît ça que depuis 50 ans. Donc les savoirs indigènes, simplement pour montrer simplement un échantillon, sont très sophistiqués et très élaborés. Pas forcément dans le discours, ce ne sont pas des gens qui parlent, mais dans la connaissance pratique. Donc nous utilisons cette plante comme par exemple l'ayahuasca, mais toujours dans un contexte ritualisé, initiatique. Préparation, suivi, accompagnement avec des gens qui guident, etc. Donc ça c'est essentiel. Il faut connaître les doses, il faut savoir comment ça se passe, il faut savoir accompagner les personnes. Donc ça demande vraiment un savoir-faire qui est très complexe et qui nécessite beaucoup de temps pour apprendre. Donc ce n'est pas une chose qui peut se démultiplier comme ça de manière très rapide. Les fruits de ce processus, ça permet de faire une désintoxication très rapide sur le plan physique. Donc le syndrome d'abstinence, l'état de manque est amendé très rapidement. Ça c'est un gros avantage. Et ensuite de permettre une exploration des racines psycho-émotionnelles profondes, hein, où le sujet va pouvoir visualiser, au cours des séances thérapeutiques, son univers intérieur, et revisiter tout son passé, et revisiter éventuellement les héritages transgénérationnels dont il a hérité et qui peuvent l'affecter dans sa vie. Donc c'est un instrument d'exploration très puissant, très fort, et qui demande évidemment un grand accompagnement. Quand ça se passe dans un processus normal, on va dire, ça aboutit toujours au pardon et à la gratitude. Les deux éléments de la guérison, pardonner, se pardonner, pardonner aux autres, et savoir remercier la vie, remercier le divin, remercier pour tout ce qui nous a été donné. Donc il y a vraiment un changement structurel qui opère au niveau physique, au niveau psychique, changement structurel au niveau psychique, et au niveau spirituel, existentiel, sémantique, selon l'étiquette que vous voulez mettre sur ce sens de la vie. Pourquoi souffrir? Où je vais, les grandes questions métaphysiques. Donc ça mène tout cela à assumer, comme je pense un peu un des objectifs de San Patrignano pour ce que j'ai écouté, assumer sa responsabilité sur sa propre vie. Assumer son passé, ne pas rester dans son passé, mais l'assumer, le reconnaître, l'accepter, et puis le dépasser. Donc ce qu'il faut comprendre, et je insiste là-dessus, c'est que la modification de la conscience ne signifie pas dépendance. L'utilisation de plantes comme l'ayahuasca, quand c'est médecin, il n'y a aucune dépendance. D'ailleurs, les patients qui viennent chez nous restent 9 mois. Quand ils partent, ils ne consomment plus de cette plante-là. D'ailleurs, il y a un énorme respect parce que c'est extrêmement puissant et ça n'a pas d'usage ludique parce que c'est très mauvais à boire et ça provoque des diarrhées, des vomissements. Donc, c'est pas particulièrement ludique. Hein, c'est extrêmement fort. Mais ce sont des substances qui sont en cohérence avec la physiologie naturelle de l'être humain. Donc nous ne sommes pas en train d'ingérer un produit étranger, c'est tout à fait dans la physiologie naturelle. C'est en quelque sorte une amplification de processus naturels qui ont été oubliés dans les sociétés occidentales, où il y a la perte d'initiation. C'est aussi des substances qui permettent, comme l'ayahuasca, d'être utilisées, quel que soit le type de patient, quelle que soit sa structure psychique, ses connaissances, ses capacités cognitives. Ça a donc une amplification, une utilisation extrêmement large, parce que ça va parler à chacun depuis son intériorité. Donc chacun à son niveau. Donc il n'y a pas d'overdose possible, par exemple, et les personnes ne peuvent pas aller plus loin qu'elles se sont capables d'intégrer au niveau psychique. Donc il y a une grande sécurité d'utilisation si c'est bien fait. Donc rapidement les résultats du traitement. Donc, nous avons 22 ans d'expérience, 1000 patients, nous en recevons que 15 patients à la fois parce que c'est un accompagnement individualisé, permanent.
et aussi pour des questions financières, parce que nous sommes en autofinancement, nous n'avons pas de subvention d'État. Donc nous avons un laboratoire de produits de plantes médicinales et nous faisons un accord avec les communautés indiennes pour protéger la biodiversité et aussi bénéficier de leur savoir et qu'eux bénéficient des nôtres. Donc à la fin du traitement, quand les gens assument le traitement jusqu'à la fin, on obtient donc 67% de résultats. Quand les patients font un traitement incomplet, ils peuvent partir quand ils veulent, il n'y a pas d'action coactive, le centre est ouvert, si les gens veulent partir, ils partent. C'est la moitié. Et même dans le cas de désertion où les patients abandonnent très tôt, quand on fait des statistiques a posteriori, il y en a quand même un tiers qui se bénéficie du processus. Donc c'est une capacité thérapeutique extraordinaire. Alors voilà, bon, les photos d'avant et après, vous voyez le changement de regard, une photo du dessus c'est avant et celle d'en dessous c'est après, c'est les mêmes patients, les trois mêmes patients, photo à l'arrivée et photo à la fin. Donc c'est un projet qui suscite beaucoup d'intérêt. Nous sommes sollicités par les gouvernements des pays voisins, l'Équateur, le Brésil, en particulier aussi le Venezuela, pour transposer, disons, ce savoir-faire. Et ça demande une pratique très consistante. Ce que Mircea Eliade appelait les techniques archaïques de l'extase. C'est une véritable université, il faut des années pour apprendre à contrôler ces états de moitié de conscience, donc ça demande une expertise très subtile et un long apprentissage, ça ne peut pas s'improviser en quelques séances. Et donc c'est l'objet de recherche scientifique actuellement, que nous organisons avec le Centre canadien des addictions, des santé mentale, donc une recherche comparative sur les résultats de ces traitements. Et puis donc, le processus est de faire un système de diffusion, de démultiplier ce projet. Nous ne sommes pas désireux d'avoir Takiwasi 1, Takiwasi 2, Takiwasi 3, une espèce de multinationale. Au contraire, je pense que maintenant, il est plus adéquat de faire des structures petites, mais qui peuvent se démultiplier, chacun profitant de son expérience et adaptant le savoir-faire à son contexte culturel, à ses moyens financiers, etc. Donc nous recevons aussi des étudiants, il y a une quarantaine de thèses de chercheurs sur ce modèle, des thèses de doctorat ou de maîtrise, des conférences, nous organisons des rencontres avec les Indiens, avec les indigènes, etc. Enfin, une énorme activité de diffusion, de formation et de recherche, et aussi donc des échanges de technologies, de savoir-faire entre les communautés indiennes et Takiwasi. C'est-à-dire que nous bénéficions de leur savoir et nous leur rétribuons ce savoir en leur enseignant par exemple à fabriquer des crèmes, des savons, etc. 1 kilo de plantes médicinales à acheter une communauté, c'est 2 € à peu près. Si on apprend à ces personnes à faire des crèmes et des savons avec ces 2 € de plantes, on obtient à la fin 220 pots de crème qui représentent à peu près 750 € d'entrée. Ouais, entre 2 € et 750 €, c'est énorme. Donc c'est notre façon à nous de rétribuer, disons, les sociétés indigènes, comme communautés locales avec lesquelles nous travaillons, dans une notion d'échange, donc de développement durable, comme il a été question plusieurs fois dans cette assemblée, et aussi donc semer, cultiver des plantes médicinales en protégeant la biodiversité. Donc voilà, énormément d'activités que je ne veux pas trop dépasser mon temps. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. L'objectif c'était de mon intervention, c'était de signaler à quel point il est important de travailler sur les questions de la conscience et que pour pouvoir vraiment comprendre les mécanismes de la toxicomanie, qui est un mécanisme complexe, il est nécessaire d'étudier et d'approfondir les questions des états modifiés de conscience et d'aller vers ceux qui sont des experts, ceux qui les font depuis des milliers d'années et qui ont un grand savoir-faire et qui peuvent nous enrichir de ces savoirs millénaires. Merci de votre attention.